Selon jeudi 11 septembre 2025, sur la terre des hommes, un seul sujet à l'ordre du jour. Le Code Noir est toujours vivant. Le Code Noir, c'est la France-Afrique. Notre conférence de ce jour porte essentiellement sur cet ouvrage que certains d'entre vous connaissent sans doute. Le Code Noir, rédigé par Colbert, ministre de Louis XIV, roi de France, et édicté par Louis XIV, roi de France. Je voudrais vous parler de ce texte qui est l'un des plus infâmes, l'un des plus criminels que l'homme ait jamais écrit. C'est un texte à classer dans la même catégorie que le fameux Mein Kampf de Hitler. C'est le texte fondateur de la relation du Royaume de France et des républiques françaises successives avec l'Afrique. Et j'espère que vous savez que ce texte, qui est en même temps un décret de Louis XIV, n'a jamais été aboli. C'est un texte qui, du point de vue de la légalité française, est supposé être encore en vigueur. Soyez salués à travers l'Afrique et les diasporas africaines. Vous, nos amis d'Europe, d'Amérique, d'Asie, vous, nos amis des îles, des océans Atlantiques et Indiens, voici votre programme traditionnel, le Festival des vérités crues, la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Nous nous retrouvons bientôt au Mali, à la fin de la semaine prochaine au plus tard. Ensuite, au Burkina Faso et au Niger. Dans la foulée, au Burkina notamment, dans la première semaine du mois d'octobre 2025, je serai aux universités citoyennes de la communication du Burkina Faso à l'invitation des plus hautes autorités du Burkina Faso que je salue. Ce sera l'occasion d'une dédicace de notre ouvrage L'impérial terrorisme à Ouagadougou et de la rencontre avec notre public nombreux et massif au pays des hommes intègres. Quant à Niamey, l'une des 3 étoiles polaires de l'Afrique des libertés, nous y passerons quelques jours dans la même période pour animer l'annexe de l'Institut de l'Afrique des libertés dans la capitale du Niger. Je salue notre représentant sur place, le camarade Haruna Gorel. Gang, gang. Ah, gang, gang, gang. Oh, gang, gang, gang. Je serai au cœur du Mali à l'occasion de la journée du 22 septembre à venir avec le peuple africain du Mali. Gang, gang. Gang, gang. Nous allons travailler à partir de cette œuvre pour expliquer des choses qui pourraient paraître mystérieuses aujourd'hui. Les 60 articles criminels du Code Noir. Ils ont beaucoup à nous apprendre sur ce qui se passe aujourd'hui encore. La parole est au grand maître Jean Aladin Bikoko, qui chante chaque chose à son temps. Et qui jamme les Bouengen. Écrivez Good Live et partagez l'émission. N'attendez pas. Donnez l'émission à notre peuple. Donnez-la à toutes les générations. Elle contribue à l'éveil africain du XXIe siècle. Le Code Noir est encore vivant. Le Code Noir de Colbert et Louis XIV est toujours vivant. Il n'a pas été abrogé et il est mis en œuvre sous la forme de la France-Afrique.
Nous allons le démontrer sans difficulté, à partir du texte lui-même. Vous allez pouvoir comprendre le contexte actuel et la crise des relations franco-africaines qui va vers son point paroxystique. Partagez cette émission, n'ayez pas peur. Vous pouvez trouver ce texte facilement sur Google. Pour ceux qui ont accès à Internet, il suffit de taper Google Côte Noire. Il y a plusieurs éditions de ce texte. Cette édition est celle que j'ai commandée sur le site Amazon. Et 3EOYS édition. EOYS édition. C'est une édition excellente parce que le français de cette édition est mis à jour. Ce n'est pas l'ancien français du XVIIe siècle qui est maintenu, mais c'est une édition qui a adapté le texte original à l'état actuel de la langue française, ce qui permet qu'on comprend mieux le texte original en lisant cette édition. Vous pouvez la commander sur Amazon. Écrivez Good Live et partagez le programme. Donnez-le sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur X. Appelez le peuple africain à cette session de l'Université libre de l'Afrique des libertés. Celui qui veut enseigner doit continuer à apprendre. C'est une devise qui m'est chère. Ainsi, tous les jours de ma vie, j'apprends toujours. Je n'échoue jamais. Oh, 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 oh. Dédicace spéciale à toutes les Africaines et à tous les Africains à travers le monde entier. Dédicace spéciale aux amis européens, asiatiques, américains de l'Afrique des libertés. Votre fraternité, au-delà des différences de civilisation, de couleur, de région, de religion, honore l'Afrique des libertés. Amis de la vérité, justice, solidarité sur toute la terre. Ceci est aussi, et d'abord d'ailleurs, votre émission. Bonsoir à toi, Moussaga Winnie. Merci beaucoup. Camarade Adrien Kala, Maître Corinne Zanelli Atanga, secrétaire général de notre mouvement Les Lions et Lions Indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Docteur Jean-Yves Mougou, secrétaire chargé des affaires sociales et humanitaires, commissaire divisionnaire Hélène Soka, secrétaire chargé de la sécurité et des questions stratégiques. Soyez salués. Merci beaucoup pour le travail formidable que vous abattez à mes côtés. En mes qualités de serviteur leader national et Lions Indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, je salue les camarades Will Demsambele, Georges Koussil. Je salue le camarade Pablo Kell. Je salue Olivier Ngon. Je salue le camarade Abou dans la région du nord du Cameroun qui a fait un travail énorme pour tisser les cellules Lilipac dans le nord. Soyez salués. Dédicace spéciale à ceux qui préparent le lever du jour sur l'obscurité camerounaise. De même, à travers tous les pays africains confrontés à la violence des dictatures. Union de lutte, union de cœur, union d'espérance. Bonjour à toi, Cheikh Tidiane Gariko. Je remercie en particulier toutes celles et ceux qui prennent des abonnements spéciaux sur nos chaînes YouTube, Facebook, TikTok pour nous soutenir dans ce rude combat de la vérité justice, à la manière d'Odile El Bongo, que je remercie infiniment. Salut à toi, Thomas Ador, fidèle parmi les fidèles. Solange Pétan, fidèle parmi les fidèles. Amévi Inter, fidèle parmi les fidèles. Mariam Dienga,
fidèle parmi les fidèles. Je vous salue. Docteur Jean-Yves Mougou, fidèle parmi les fidèles. Je vous salue. Docteur Thierry Kembameka, mon ami personnel et frère, ça donc, à qui je dis toujours, Métiatésé. Félicitations à notre poète musical bien-aimé, François Xavier Eyalé. Toute ma reconnaissance, François Xavier, pour ta fidélité. Par monts et vaux, dans les bons et les mauvais jours, tu es là, François Xavier. Béni sois-tu. Soyez bénis, ceux qui sont fidèles. Je salue la camarade docteur professeur Eliane Ki, depuis la place de Bamako, qui suit de près les productions du serviteur de l'Afrique des libertés. Je salue mes amis à Bamako, les collègues de l'université Yambo Woulogem à Kabbalah, où j'aurai le bonheur de donner quelques contributions à la formation de notre jeunesse en philosophie dans les prochains jours. Je salue le grand campus malien de Kabbalah. Je salue toutes les universités africaines où votre serviteur va se déployer de toute nécessité à partir de cette rentrée comme professeur invité, conférencier international. Merci infiniment. Le quorum est atteint. Nous pouvons commencer nos travaux en cette journée du jeudi. Nous sommes le 11 septembre 2025 sur la Terre des Hommes. J'ai choisi de vous parler d'un seul sujet, à savoir l'actualité de ce petit ouvrage qui résume l'un des textes, l'un des décrets les plus infâmes, les plus abominables, les plus criminels, les plus diaboliques, les plus abjects de l'histoire de l'humanité. En fait, c'est un texte qui codifie au XVIIe siècle l'esclavage organisé dans le royaume de France et dans ses colonies d'outre-mer, que ce soit donc les colonies des Antilles, que ce soit celles de l'océan Indien ou celles par extension de l'Afrique. Ce texte est en quelque sorte la base légale, quoique pas légitime, du colonialisme français, dans le racisme institutionnel français, ce que Pape Ndiaye, avant de perdre son cerveau, appelait le racisme systémique. Ce texte est le fondement légal du racisme institutionnel systémique français. Mais vous pourrez me dire, cher professeur, cher docteur, cher serviteur de l'Afrique des libertés, pourquoi nous parlez-vous spécialement de ce texte aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène à nous ramener à ce texte dont certains d'entre nous avons entendu parler? La raison est toute simple. Je me pose avec insistance une question, y compris en regardant l'état de crise politique généralisée dans lequel se trouve la France. Pourquoi, en France, n'émerge pas une pensée politique dominante, capable d'imaginer la stabilité de la France sans l'exploitation de l'Afrique? C'est une question qui me travaille depuis plus de 30 ans. Quand je suis devenu citoyen français en 2002, j'ai adhéré quelque temps après au Parti socialiste français dans le but d'aider le peuple français à imaginer une république française sans l'exploitation de l'Afrique, c'est-à-dire le démantèlement de la France-Afrique. J'ai démissionné il y a très longtemps maintenant du Parti socialiste français, je pense autour de 2013 par là, quand François Hollande nous a trahis, après avoir écrit dans la proposition 58 de son programme de gouvernement, je mettrai un terme à la France-Afrique, de son projet de société, je mettrai un terme à la France-Afrique. J'ai jeté ma carte du Parti socialiste. Mais en fait, le problème est toujours là. L'essentiel, mais de l'extrême droite à l'extrême gauche, de la classe politique de gouvernement ici en France, continue d'imaginer des schémas dans lesquels elle va soutenir la puissance française par l'exploitation, l'exploitation inique, injuste de l'Afrique, l'exploitation criminelle, crapuleuse, mafieuse de l'Afrique. C'est-à-dire que vous trouvez ces idées dans la tête des dirigeants du Rassemblement national, comme vous les trouvez dans la tête des dirigeants du parti Les Républicains, dans la tête des dirigeants du MODEM, de François Bayrou, donc les centristes, dans la tête des dirigeants de la République en marche, LRM, hein,
d'Emmanuel Macron. Vous trouvez ça dans la tête des dirigeants du Parti socialiste français. Hein? C'est dans leur tête. Vous trouvez même ça dans la tête des dirigeants de LFI. Et vous pouvez trouver ça dans la tête des dirigeants du Parti communiste français. L'idée qu'il va falloir trouver une pichenette pour continuer à exploiter l'Afrique dans le dos des Africains à l'avantage de la France. C'est une idée qui est ce que je peux appeler un invariant intellectuel dominant dans la classe politique d'élite de la France. Or, la dominance de cette idée que la France ne peut pas être une grande puissance sans l'exploitation de l'Afrique est l'une des causes de la faiblesse de la France. Parce qu'en fait, quand tu conçois ta puissance en partant du principe que tu vas exploiter un autre, ta puissance est faible, tu es un géant au pied d'argile. Puisqu'il suffira à un moment donné que l'autre se révolte et voilà que le géant au pied d'argile s'effondre. C'est l'une des raisons de la fragilité de la France aujourd'hui. Le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, bientôt l'Afrique centrale, bientôt la totalité des 15 pays qui appartenaient jusqu'ici à la zone franc CFA vont se révolter et sortir de la zone d'influence, du fameux précaré. Ils vont sortir du fameux dispositif socle. Et le problème, c'est que chacune de ces sorties est sanctionnée par une aggravation de la fragilité de la France. Pourquoi? Parce que l'élite politique française a refusé d'imaginer la puissance française sans l'exploitation frauduleuse de l'Afrique. Ils ont refusé d'imaginer la puissance française sans continuer à maintenir en treillis ou en civil des militaires français pour contrôler les Africains sur le sol africain. Ils ont renoncé à imaginer la puissance française sans maintenir par tous les moyens possibles, y compris en fabriquant une fausse monnaie appelée ECO. Leur contrôle des richesses des Africains à travers le poste de péage du franc CFA. Ils sont incapables d'imaginer une France puissante sans le contrôle de l'Afrique. Voilà pourquoi ils continuent d'envoyer des espions de la DGSE pour fomenter, attiser, faciliter des coups d'État afin d'installer des valets à la tête des pays africains, comme on l'a vu récemment au Mali et au Burkina Faso et au Niger, qui sont bien sûr considérés comme leurs bêtes noires. Mais comme on l'a vu concrètement dans le coup d'État qui a amené Oligui Nguema au Gabon, ou celui qui a amené le légionnaire Mamadi Doumbouya au pouvoir en Guinée-Conakry. Donc, ils sont incapables d'imaginer un autre modèle que celui du coup d'État, mais c'est un modèle qui vient de très loin. Je vais vous montrer que ça vient de ce texte. Ce texte a formalisé le modèle. Ils sont incapables d'imaginer une Afrique qui ne parlerait plus nécessairement et uniquement français, même quand elle concevrait le français comme langue de travail. They can't understand that Africans are now deciding to speak in their own languages, to create their institutions in their own languages. Africa, Bonba Africa, Bangenel Africa, Babunglak, the Limb di Africa. Yi Africa, Yi Batara, Yi Basosoro, Banorbeum. They don't dare understand that Africa is in its renewal. L'Afrique est dans le processus de sa renaissance, dans son enracinement multimillénaire, dans ses valeurs de civilisation. Ils sont incapables de le comprendre. Et moi, ça me pose un problème. C'est donc de comprendre en profondeur pourquoi ils sont incapables. Alors, pourquoi je vous amène à relire avec moi quelques extraits de ce texte? Je vais vous expliquer la méthode que nous allons employer. Mais je vais vous dire l'événement qui m'a amené à ressortir ce texte de ma bibliothèque pour le commenter en Mondovision. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a eu un débat au mois de mai. Il y a eu un débat au mois de mai à l'Assemblée nationale française entre le Premier ministre François Bayrou et une commission parlementaire. Ce débat, j'en ai fait une capture d'écran pour le mettre à votre disposition sur ma page Facebook. Je vais vous lire un extrait du débat. Écoutez, hein, ça se passe le 14 mai 2025. Voilà ce qu'on apprend en s'intéressant à ce débat. Je vais sur ma page Facebook où je vous ai mis tous les documents de la conférence à disposition. Je vais simplement aller choisir un extrait du débat. Voilà. C'est un débat qui a eu lieu, la question a été posée au gouvernement en séance, paru au journal officiel du 14 mai 2025. Donc, le ministère qui a interrogé, c'est le Premier ministre. Alors, la parole est à M. Laurent Panifous. Laurent Panifous, c'est un député. Il pose la question suivante. En ce mois de commémoration des victimes de l'esclavage,
Je prends solennellement la parole au nom de mes collègues Max Mathiazin et Olivier Servat, députés de Guadeloupe, et de tous mes collègues du groupe LIOT, pour vous alerter sur un élément troublant de notre arsenal juridique. 2 points. La non-abrogation formelle du Code noir. C'est-à-dire que le député Laurent Panifous interroge le Premier ministre d'alors, François Bayrou, qui est tombé hier. Il l'interroge sur le fait qu'il y a un texte incroyable qui n'a jamais été abrogé et qui est toujours en vigueur à l'instant où je vous parle, le 11 septembre 2025, en droit français. Ce texte s'appelle le Code noir. Écoutons la suite de ce que dit le député. Le Code noir est ce recueil d'édits royaux, publié à partir de 1685, précisément au mois de mars, qui a régi la mise en esclavage d'êtres humains en les réduisant au statut juridique de biens meubles. Ce sont des châtiments abjects, comme des coups de corde, le marquage au fer, la découpe de jarrets ou d'oreilles, la peine de mort. On peut croire que le décret d'abolition de l'esclavage de 1848 a abrogé le Code noir, mais il n'en est rien, puisqu'aucun texte ne l'a formellement aboli. Certes, la France a fait de la traite négrière et de l'esclavage un crime contre l'humanité. Certes, le 10 mai est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Et le 23, la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Pourtant, attention, c'est le député Laurent Panifous qui parle. Pourtant, j'y insiste, la France n'a jamais abrogé le Code noir. Je reprends la phrase du député Laurent Panifous. La France n'a jamais abrogé le Code noir. Le texte de loi qui a décrété que l'homme noir est un meuble, un objet, une marchandise, à la disposition de son maître blanc. Ce texte n'a jamais été abrogé. On continue à écouter le député Panifous et on verra la réponse de François Bayrou. C'est tout cela qui m'amène à donner cette conférence aujourd'hui. Le débat n'est pas de savoir s'il est applicable ou pas. Il s'agit de dignité humaine, d'un symbole. Nous devons une telle abrogation à ces femmes et à ces hommes mis en captivité et à leurs descendants au nom de la justice réparatrice. Voilà ce que dit Laurent Panifous. Monsieur le Premier ministre, l'heure est venue pour la République de se laver de l'ignominie du Code noir. À ce moment-là, quand il dit ça, les députés des groupes LIOT, EPR, LFI, NNP, socialistes, écologiques, démocrates, HOR, GDR et UDR, ainsi que les députés non inscrits, plusieurs députés du groupe DR et quelques députés des groupes RN et UDR se lèvent et applaudissent. Alors que les députés du groupe Rassemblement national restent assis. Eux, ils ne se sont pas levés pour applaudir la demande d'abolition du Code noir. Eux, ils ne se sont pas levés pour ça. Marine Le Pen et ses camarades, ce n'est pas leur problème. Alors, maintenant, la présidente de l'Assemblée nationale donne la parole au Premier ministre. La parole est à Monsieur le Premier ministre chargé de la planification écologique et énergétique. Maintenant, voici la réponse de François Bayrou. François Bayrou, Premier ministre, répond ceci. Grâce à votre question, je découvre une réalité juridique que j'ignorais totalement. Et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Contrairement à ce que nous croyions, le Code noir n'a pas été aboli en 1848 et en même temps que l'esclavage qu'il avait été une première fois pendant la Révolution française, avant que Napoléon ne le rétablisse. Nos souvenirs de livres d'histoire nous avaient tous persuadés, du moins l'étais-je, que le Code noir avait été aboli. Ce code s'imposait aux femmes et aux hommes réduits en esclavage, pratique que la République française a reconnue crime contre l'humanité. C'est le seul pays au monde à l'avoir défini ainsi. Nous croyons donc tous que ce code avait été aboli. Je vous remercie d'avoir attiré l'attention de la représentation nationale et du gouvernement sur ce sujet. Si ce code noir n'a pas été aboli en 1848, il doit l'être à présent. On est en 2025, au mois de mai. Nous devons faire le choix de la réhabilitation historique. Il faut réconcilier la République avec elle-même. Au nom du gouvernement, je prends donc l'engagement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et voté, je l'espère, à l'unanimité. C'est en tout cas la volonté du gouvernement. À ce moment-là, applaudissements de ceux pour qui la question a été posée, ceux qui s'étaient déjà levés, c'est-à-dire globalement le bloc de la droite jusqu'au Parti communiste. Donc, voilà l'événement qui a eu lieu le 14 mai 2025 au Parlement français.
Pourquoi je vous rapporte cet événement? Parce que cet événement prouve qu'en fait, l'élite politique française n'est pas consciente de la persistance de dispositions discriminatoires dans ces lois. Cette élite politique, dont les membres ont un niveau d'éducation, d'instruction suffisamment élevé pour pouvoir avoir une connaissance des lois, ne s'intéresse systématiquement pas aux lois sur les anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle française. Les lois qui ont été prises, les textes qui ont été pris sur l'Afrique sont l'inconscient de l'homme et de la femme politique français de base. Ce n'est pas leur tasse de thé. Ils s'en fichent comme de l'an 40, en réalité, de savoir si le Code noir de 1785 a été de 1685 a été aboli ou pas. Ce n'est pas leur problème. Voilà comment tout un premier ministre, Bayrou, ne savait rien de cette affaire. Sans la question des députés, Bayrou ne saurait pas que un code qui considère que l'homme noir est une marchandise était encore et est encore en vigueur en France en 2025. Il ne le savait pas. Et Bayrou souligne dans sa réponse que la plupart des gens qui sont là ne le savaient pas. Ne le savent pas. Alors pourquoi ne le savent-ils pas? Mais c'est par déni. Ils ne le savent pas parce que cela ne les intéresse pas. Ils ne le savent pas parce que, en fait, ils sont prédisposés à ne pas considérer que l'égalité entre les peuples français et africains est un principe, non seulement de politique intérieure, mais de politique internationale. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce que s'ils s'intéressent à tout ça, ils ne pourront plus arrêter les Africains à tour de bras pour les enfermer dans les centres de rétention fermés. Ils ne pourront plus pourchasser les Africains aux frontières comme on pourchasserait des animaux sauvages. Ils ne pourraient plus maltraiter les Africains en Afrique. Donc tout le monde ferme les yeux sur la légalité de la discrimination anti-africaine parce que ce déni permet de continuer la même politique. Est-ce que vous comprenez? Or, en fait, il suffit d'ouvrir ce livre, le Code noir, pour vous rendre compte que les pratiques qui avaient lieu dans le Code noir, qui ont été codifiées, légalisées dans le Code noir, des pratiques criminelles en réalité, de vol, d'extorsion, des pratiques inhumaines, de cynisme, de sadisme, toutes ces pratiques-là qui ont été codifiées et qui sont encore en vigueur. Je rappelle que c'est un texte de loi édité par le roi Louis XIV. Donc toutes ces pratiques-là, en fait, elles continuent. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'avait pas aboli ce texte abominable, c'est parce qu'on continue la politique qui a été inspirée par ce texte. Et cette politique inspirée par ce texte, c'est la France-Afrique. Donc j'en viens maintenant à la deuxième partie et avant-dernière partie de mon exposé. Dans cette première partie, j'essayais de vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Je crois que vous avez compris que je vous en parle parce que le fait que ce texte n'ait pas été aboli, que ce décret n'ait pas été aboli, est symptomatique de l'état mental de la classe politique française. C'est une classe qui est dans le déni de responsabilité envers l'Afrique. C'est une classe qui refuse d'aller à la décolonisation totale de sa mentalité. C'est une classe en réalité néocoloniale dans l'essentiel de ses membres, à quelques exceptions près, qui confirment la règle. Mais alors, moi ce matin, je me suis replongé dans la lecture des 60 articles, les 60 articles du Code noir. Les 60. Et quelle est la méthode que j'adopte? Chaque fois que je trouve un article qui décrit quelque chose qui se passe encore aujourd'hui, je m'arrête, je lis cet article et je vous donne les pratiques dont l'élite politique française de la Ve République actuellement est responsable et qui correspondent à ce qui est écrit dans le Code noir. Ce qui vous permet de comprendre pourquoi ils ne l'ont pas aboli. En fait, ils ont été logiques. Pourquoi abolir un texte qui codifie des pratiques qu'on continue? Il y aurait une contradiction à l'abolir en continuant les pratiques. Donc, depuis 1685, compter de 1685 à aujourd'hui, ça fait pratiquement, ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 400 à 500 ans. C'était au XVIIe siècle. Il y a 4 siècles. Ça fait plus de 400 ans. Vous vous rendez compte? Depuis 1685. Ils ne l'ont pas aboli. Vous vous rendez compte? Mais ils ne l'ont pas aboli, pourquoi? Parce que les pratiques qui ont été codifiées ici n'ont pas disparu. Et la méthode que je vais adopter maintenant est très simple. J'ai plié à chaque fois les pages où je voyais un article qui parle d'une pratique discriminatoire autorisée, mais qui se poursuit aujourd'hui. Écoutez, on va voir ça très rapidement. Lui, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Parce qu'en fait, Colbert est le rédacteur, mais le texte a été édité par le roi de France, Louis XIV. Lui, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Comme
nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance. Je m'arrête déjà là dans l'introduction de ce code. La parole est donnée donc à Louis XIV qui dit que Dieu, la divine providence, a mis des peuples sous l'obéissance de la France. Vous comprenez? Ils essayent de fonder la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation sur la volonté de Dieu. Donc, en fait, dans la psychologie politique française, c'est un élément très lointain, l'idée que Dieu a voulu que l'homme blanc commercialise des Noirs. Dieu a voulu que l'homme français domine 15 pays africains, qu'il s'empare de territoires dans l'océan Atlantique, de territoires en Amérique, en Guyane, tout ça, qu'il s'empare de territoires en Inde, c'est la volonté de Dieu. Donc, dans la psychologie de l'élite politique française, il y a l'idée que Dieu les a choisis pour non seulement commercialiser les êtres humains de couleurs différentes d'eux, notamment donc les Noirs, mais en fait que Dieu est d'accord et que ça fait partie même de la compréhension correcte de la Bible. C'est-à-dire que dans la psychologie de l'élite politique française, depuis la période de Louis XIV jusqu'à nos jours, on confond évangélisation et colonisation. Il y a une identité dans leur tête entre colonisation et évangélisation. Coloniser, c'est évangéliser. Voilà pourquoi leur prétention, c'était que la barbarie coloniale était un acte de civilisation. Il s'agissait de faire passer la bête, le noir, supposément donc la bête, au statut d'humain. Et ce processus s'appelle la civilisation. Et cette civilisation, c'est à la fois la colonisation, comme soumission forcée aux travaux, comme expropriation de richesses, comme expropriation du corps, mais c'est aussi l'évangélisation, c'est-à-dire l'intégration dans la religion du dominant. Donc, on ne sait pas à quel moment Dieu est venu sur la terre, dit à Louis XIV qu'il disposait des Africains. Mais Louis XIV, lui, commence son papier en disant que Dieu lui a dit. Donc, en fait, l'acte colonial, l'acte négrier, l'acte néocolonial sont tout souvent perçus comme des bienfaits. Vous comprenez d'où vient la littérature de la colonisation était un bienfait pour l'Afrique, pour l'humanité. Il y a plusieurs hommes politiques français qui ont continué à défendre cette thèse. Et le philosophe Pascal Bruckner a écrit un livre pour se laver les mains de toute cette histoire qu'il a appelé le sanglot de l'homme blanc. Il invite les Français, les Européens, les hommes et les femmes blancs à ne pas avoir honte de l'esclavage parce que de toute façon, c'était une nécessité historique et que l'esclavage n'a pas fait que du mal. Au contraire, il a apporté des routes, des hôpitaux, des ponts, il a apporté la veste et la cravate, etc., etc., etc. Donc, vous voyez que le code noir n'a pas été aboli, puisque les idées qui émanent du code noir sont en vogue encore aujourd'hui. Louis XIV dit que c'est Dieu qui lui a donné pouvoir sur les Noirs. Mais on ne sait pas où ça s'est passé, si ce n'est dans la tête de Louis XIV et de ses contemporains en France, à la recherche, en réalité, de pays insuffisamment défendus militairement pour les piller. On continue à lire. Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence, les mémoires qui nous ont été envoyées par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels, ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice, pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. Donc, en fait, Louis XIV dit qu'il répond ici à une demande de cadrage juridique venue de ses lieutenants dans les colonies françaises de l'océan Atlantique et d'Amérique. Et que tout cela a pour but de consolider la toute-puissance, non seulement de l'Église catholique apostolique romaine, mais du royaume de France, qui confond son destin avec le destin de l'Église apostolique romaine, entendu que la France est désignée comme la fille aînée de l'Église. Vous comprenez? Voilà la confusion entre la religion et l'État, entre l'idéologie négrière coloniale et l'idéologie évangélique. Confusion parfaite. Maintenant, je trouve quelque chose dans l'article 2. Il est dit, tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Vous voyez, c'est quand même une contradiction extraordinaire. Si le catholicisme est basé sur le Nouveau Testament dit qu'il faut aimer tout homme comme son propre frère. Donc, en réalité, Louis XIV et son homme de main Colbert disent que les esclaves doivent être baptisés chrétiens.
Mais ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est qu'on ne peut pas parler de christianisme en se basant sur l'évangile, qui est un évangile d'amour, de l'égalité entre tous les hommes, de la fraternité universelle. C'est le grand commandement du Christ. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fissent. On ne peut pas revendiquer donc l'évangile chrétien et en même temps l'acte d'esclavage. Donc, dans l'article 2, ils disent que les esclaves doivent être catholicisés. Mais dans quel but? Bon, ce n'est pas pour en faire des égaux, on l'a bien compris. Parce que si tu es esclave, que tu es chrétien, même si ton maître est aussi chrétien, tu es quand même esclave. Et l'esclavage est anti-chrétien. Toute la Bible chrétienne proteste contre le mépris de l'homme pour l'homme. Le commandement principal de la Bible chrétienne, donc du Nouveau Testament, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, pourquoi cette contradiction? Pourquoi Louis XIV ne se rend-il pas compte de cette contradiction? C'est très simple, parce qu'en réalité, il faut empêcher les Noirs d'avoir leur propre religion. S'ils ont leur propre religion, on ne pourra pas entièrement les contrôler mentalement. La religion catholique n'est pas tant utilisée ici par Louis XIV comme le chemin le plus sûr pour aller au ciel. Elle est utilisée comme un moyen de contrôle mental sur les Africains. On leur impose cette religion parce que c'est la condition pour contrôler ce qu'ils pensent. Et c'est donc aussi la condition pour manipuler leurs émotions, pour manipuler leurs peurs, leurs angoisses. Puisque désormais, le maître aura aussi le contrôle de la vie après la mort, comme il a le contrôle de la vie avant la mort. On continue? J'avance. Je trouve un article qui est l'article 6. Enjoignons à tous nos sujets de quelque conditions et qualités qu'ils soient d'observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Alors, ce n'est pas par amour pour Dieu que ceci est exigé. En fait, les fêtes et les fériés ont été instaurés aussi comme un moyen pour l'Église de contrôler le comportement des croyants. Et le politique récupère les fêtes de l'Église comme un moyen de s'assurer de la soumission de ses valets. On force les Africains, les esclaves africains, à devenir catholiques parce que de cette façon, on va les maintenir au même rythme que leurs maîtres. Ils seront aisés à contrôler puisqu'ils auront les mêmes fêtes religieuses. Donc, le calendrier est un moyen du contrôle social, un moyen de la domination. Et l'article 6 continue. Leur défendons de travailler, ni de faire travailler leurs esclaves en les 10 jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, soit à la culture de la terre, soit à la manufacture des sucres et à tous ouvrages à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et de confiscation dans des sucres que les 10 esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail. Donc, en fait, on menace ici des détenteurs d'esclaves en leur disant, vous devez veiller à ce que les esclaves se soumettent au calendrier chrétien, que les esclaves ne soient pas en train de danser pour Shango, pour Nyambe, qu'ils ne soient pas en train de danser pour Kolotiolo, qu'ils ne soient pas en train de danser pour Nzambe, un autre jour, que le jour que nous avons imposé de célébrer notre Dieu. Bref, il faut imposer aux esclaves de considérer que leur Dieu, c'est le nôtre. Car nous, sur la terre, sommes leur Dieu. Autant nous, les maîtres, sommes les dieux des esclaves sur la terre, autant nos dieux, dans l'au-delà, sont les maîtres des dieux des esclaves. Et il faut donc que la domination physique s'accompagne de la domination mentale, de la domination psychologique. On continue. J'espère que ça vous parle jusqu'à ce jour. Voyez la propension que les Occidentaux, politiques, j'entends, ont à imposer leurs valeurs morales, leur compréhension du bien et du mal à toute la terre. Regardez comment ils se comportent pour dire ce que doit être la famille, ce que doivent être les relations entre l'homme et la femme. Regardez comment ils se comportent pour dire comment on doit se multiplier, comment on doit se faire la procréation. Regardez comment ils se comportent pour dire qui doit contrôler le rythme de la population. Regardez comment ils se comportent pour dire ce qui est bien et ce qui est mal sur la terre. Qui doit être condamné et qui ne doit pas être condamné. Regardez comment ils distribuent les points entre qui doit être traité de rebelle et qui ne doit pas être traité de rebelle, mais de résistant. Entre qui doit être traité de terroriste et qui ne doit pas être traité de terroriste. Regardez la force avec laquelle ils peuvent, lundi, dire qu'ils veulent mettre 50 millions de dollars pour la tête d'Ahmed Al-Shara, chef terroriste. Et puis, lundi d'après, dire on l'accueille, il n'est plus terroriste. Cette facilité-là, elle vient de la prétention à définir, en fonction de ses intérêts du moment, le bien et le mal. Mais il y a l'article 7 du Code noir qui dit « Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et tous autres marchés les 10 jours, sur pareille peine et de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands. »
Alors, l'article 7 rappelle comme une banalité le fait que commercialiser la main-d'œuvre noire est quelque chose d'autorisé, sauf les jours où le contrôle mental à travers le calendrier des fériés de l'Église catholique doit opérer. Hein? On avance. J'avance et je trouve encore des articles plus infamants qui nous expliquent des choses absolument... Je prends l'article 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père. Et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Donc, en fait, la condition des enfants est déterminée par la condition de leur mère. Donc, ce matriarcat choisi par le pouvoir monarchique féodal français comme principe de domination de la famille de l'esclave, ce n'est pas ce qui est pratiqué dans la famille occidentale. Hein. Dans la famille française, c'est le père qui est celui qui donne le nom et l'orientation à la famille. Mais dans la famille africaine, on désigne la mère, histoire d'empêcher les hommes d'avoir un pouvoir comparable à celui des hommes qui sont leurs maîtres. Vous voyez? Vous comprendrez donc pourquoi, par un certain nombre de normes, l'Occident essaie d'affaiblir l'autorité des adultes en général, l'autorité du père, eh bien, dans la famille africaine, dans la famille du Sud, et essaye de mettre sur le même pied d'égalité, bien sûr, toutes les formes d'union. Celles qui n'ont pas pour but de fonder une famille avec reproduction d'enfants et celles qui ont pour but de fonder une famille avec l'éventualité de la reproduction d'enfants. On essaie de tout confondre. En réalité, cette confusion de rôle est un élément fondamental du contrôle mental. J'avance. Et vous voyez comment le texte du Code noir est très actuel. Je viens à l'article 15. Défendant aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet, et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leur maître et qui seront porteurs de leurs biens ou marques connues. Vous comprenez pourquoi on refuse de vendre aux pays africains en proie au terrorisme aujourd'hui les armes qu'il faut pour combattre? Depuis ce texte de 1685, les rois de France et les chefs d'État de France considèrent que l'Afrique ne doit pas être armée. Les Africains ne doivent pas être armés. Vous comprenez l'un des secrets de la progression du terrorisme contre le Sahel et l'Afrique? C'est que quand les dirigeants africains réunissent de l'argent pour aller acheter des armes appropriées et combattre le terrorisme, on refuse de leur vendre. Les dirigeants maliens, nigériens, burkinabés, même les dirigeants du Bénin ont avoué récemment qu'on ne leur permet pas de s'approprier les armes nécessaires à la sécurisation de leurs États. Mais l'article 15 du Code noir dit « Défendons aux esclaves », on parle des Noirs, de porter aucune arme offensive. Donc, il y a très longtemps que la répression militaire, la répression stratégique, géostratégique contre l'Afrique est un élément invariant de la pensée coloniale. Il ne faut pas que les Africains aient des armées capables. Il ne faut pas qu'ils aient des armes de défense offensive. Il ne faut pas que les Africains possèdent des missiles. Il ne faut pas que les Africains possèdent des armes nucléaires. Il ne faut pas que les Africains possèdent des centrales nucléaires. Il ne faut pas que les Africains possèdent une industrie militaire. Il ne faut pas que les Africains soient des grandes puissances militaires. On n'en veut pas. C'est l'article 15. Article 15 du Code noir. Et je rappelle que ce texte n'a pas été aboli. Je vous ai lu les échanges à l'Assemblée nationale entre François Bayrou et les députés. Ils ont prévu dès 1685 que l'homme noir ne doit pas être armé. Hein? Est-ce que vous avez compris? Bon. Ceci vous explique donc la répression contre les systèmes de défense africains. Les obstacles à l'accès de l'Afrique à l'autonomie stratégique. Ceci vous explique pourquoi on a refusé de voir les Africains se doter d'une industrie militaire. Pourquoi on menace les Africains chaque fois qu'ils veulent implanter chez eux des centrales nucléaires, des usines de fabrication d'armement. Chaque fois que les Africains demandent le transfert de technologie ou qu'ils veulent acheter des armes, le dernier cri, pour s'imposer dans le jujutsu géostratégique du monde, on fait obstacle. Mais ça vient de l'article 15 du Code noir, qui n'a pas été aboli. Je continue la lecture, j'arrive à l'article 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper soit le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys, et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes,
pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons en tous nos sujets de courir sur aux contrevenants, de les arrêter et les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers, et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret. Vous comprenez? Interdiction de la liberté d'association pour les Africains. Les Africains sont interdits de liberté d'association. Ce texte de 1685 interdit les réunions interafricaines. C'est pour ça qu'ils ont saboté l'Union africaine. Avant cela, l'Organisation de l'Unité africaine. C'est pour cela qu'ils ont saboté et noyauté la CEDEAO. C'est pour ça qu'ils ont saboté et noyauté la CEMAC. Ils sabotent et noyautent la SADC. Ils empêchent les Africains d'avoir des réunions à eux, leurs propres réunions. Vous comprenez pourquoi est combattue aujourd'hui, avec une férocité inouïe, l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, en fait, c'est une réunion de résistants à la colonisation, à la néocolonisation, à l'impérialisme. C'est une réunion, mais de gens qui ont décidé de ne pas être des esclaves, qui refusent d'être des esclaves. Ça tombe sous le coup de l'article 16 du Code noir. Le Code noir dit, ces gens-là, il faut les fouetter, il faut les punir, et si on ne peut pas, il faut les tuer. Les Africaines et les Africains qui organisent des réunions non contrôlées par leurs maîtres occidentaux doivent être éliminés. C'est ce que dit l'article 16 du Code noir, qui n'est pas encore aboli. On est en 2025, il n'est pas encore aboli. Vous comprenez? Vous voyez d'où vient la psychologie de ces gens? Vous comprenez pourquoi Christian Cambon a dit le Mali va regretter le fait de s'être séparé brutalement de l'armée française, alors que le Mali a juste demandé à l'armée française de se retirer en paix? Vous comprenez d'où vient la colère de Christian Cambon? Mais c'est un atavisme. Ce n'est pas normal que les Africains, dans la psychologie de cette élite, eh bien, héritière des réflexes négriers, ce n'est pas normal que les Africains se réunissent par eux-mêmes. Que les Africains soient à l'initiative de leur rassemblement, c'est considéré par le maître comme une menace pour leur pouvoir. Article 18. Défendons aux esclaves de vendre. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause ou occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine du fouet contre les esclaves et de 10 livres tournois contre leur maître qui l'auront permis et de pareilles amendes contre l'acheteur. Ça, c'est l'article 18. Ça, c'est l'article de la répression commerciale et économique internationale. On a privé, depuis 600 ans, les Africains de l'accès direct au commerce international. On a multiplié des barrières, pas seulement de douane. On a créé le franc CFA. On a créé un droit international contraignant pour empêcher les pays africains de commercer directement avec les partenaires de leur choix dans le monde. C'est l'article 18 du Code noir. Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre pour quel que soit, même avec la permission de leur maître. C'est-à-dire que ce sont les puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impériales qui doivent imposer les termes des échanges économiques internationaux. Ça, c'est l'article 18. Vous vous rendez compte? Ça n'a pas encore été aboli en 2025. On avance. J'ai lu des choses qui éclairent d'une manière pas possible, eh bien, l'actualité. Je vous lis l'article 22. Seront tenus les maîtres de faire fournir par chacune semaine à leurs esclaves âgés de 10 ans et au-dessus pour leur nourriture 2 pots et demi-mesure du pays de farine de manioc ou 3 cassaves pesant de 2 livres et demi chacun au moins, ou chose équivalente avec 2 livres de bœuf salé ou 3 livres de poisson ou autre chose à proportion. Et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à 10 ans, la moitié des vivres ci-dessus. Donc, l'article 22 dit que les maîtres sont responsables de nourrir les esclaves. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui est inscrit dans le Code noir, c'est que les Africains ne doivent pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ils doivent dépendre de l'aide alimentaire de leurs maîtres occidentaux. Dans le Code noir, il est interdit à l'esclave de générer lui-même les moyens de sa subsistance. C'est le maître qui doit lui donner ce qu'il mange. Vous comprenez pourquoi dans la plupart des pays coloniaux, on a imposé une agriculture de rente, c'est-à-dire la culture de plantes qui profitent à la métropole. Et on a combattu l'agriculture vivrière, c'est-à-dire la culture de plantes qui permettent aux populations locales de se nourrir elles-mêmes. Nous sommes aujourd'hui des pays en Afrique qui sont des pays d'exportation. Et la plupart des pays africains qui exportent des produits vivriers qu'ils ne consomment pas. L'Afrique n'est pas le premier consommateur de café ou de cacao. Mais aujourd'hui,
un pays africain comme la Côte d'Ivoire a été pendant longtemps premier pays exportateur de cacao. Tout cela est venu du Code noir. Il faut que les Africains dépendent de l'aide française au développement. Il faut qu'ils dépendent des crédits de la Banque mondiale et du FMI. Il faut que les Africains dépendent de la pitié des clubs de Paris, de Rome, de Washington, de Tokyo, de Bruxelles. Il ne faut pas que les Africains ne passent pas par leurs maîtres occidentaux quand ils doivent se nourrir. La théorie de l'article 22 du Code noir. Écrivez. Article 22, interdiction de l'autosuffisance alimentaire des Africains. Il faut les maintenir en dépendance. Ils doivent tendre leurs sébilles pour manger. Article 22. Je vous rappelle que le texte est en vigueur en 2025. Personne n'a pensé jusque-là à l'abolir. Article 24. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier. Donc, l'article 24 bétonne en disant qu'il ne faut jamais laisser les esclaves travailler pour leur compte particulier. Il faut au besoin les nourrir pour qu'ils ne prennent pas l'habitude de se nourrir tout seuls. Parce que si les esclaves deviennent capables de se nourrir tout seuls, ils n'auront plus besoin du maître. Il faut faire très attention. Maintenez-les en dépendance par tous les moyens. Que tout ce qui leur permet de s'entretenir passe par vous. Vous avez compris? Le principe est bien des échanges inégaux. On va plus loin. Seront tenus les esclaves de fournir, ça c'est l'article 25, seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave par chacun 2 habits de toile ou 4 aulnes de toile au gré des maîtres. Bref, en fait, on va entretenir l'esclave dans la pauvreté. On va exprès doser ce qu'on lui donne. Il ne faut pas que l'esclave manque complètement de tout, parce qu'il ne pourra plus travailler. Mais il ne faut pas que l'esclave ait tout, car il n'aura plus envie de se soumettre. On doit donc le maintenir dans la précarité. Article 25. Article 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître, selon que nous l'avons ordonné par ses présentes, pourront en donner avis à notre procureur et mettre leur mémoire entre ses mains, sur lesquels les mêmes d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observés pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. C'est-à-dire que les esclaves doivent même confier leur justice à leur maître, au pouvoir monarchique. Le maître est celui qui exploite l'esclave. Quand l'esclave n'est pas content, il doit aller voir le maître, ou en tout cas les supérieurs du maître, pour que ceux-ci demandent au maître d'être un peu plus humain. Autrement dit, l'esclave est dépendant du maître pour être puni, il est dépendant du maître pour être défendu, et il est dépendant du maître pour demeurer esclave. Dans tous les cas, l'esclave appartient au maître. C'est dans cet esprit qu'ils ont créé la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, où on ne les juge jamais eux-mêmes. On ne juge que les ressortissants des anciennes colonies. On juge les ressortissants des anciennes colonies, des anciens territoires sous tutelle. Dans ces tribunaux-là, ils ne s'attendent pas à ce qu'on les y juge eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tout naturellement, eux, ils se jugent entre eux. Je prends l'article 28. L'article 28 est effrayant. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tout autre, ils puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles. Ensemble, toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef. Que dit l'article 28 du Code noir? Que quels que soient les biens que quelqu'un remettrait à un esclave, ces biens appartiennent à son maître. Mais ça me parle du tonnerre, d'une décision de justice que j'ai subie en première instance à Rouen. Je suis privé de salaire par Emmanuel Macron parce qu'il veut m'interdire d'exercer ma liberté de parole, ma liberté de conscience, ma liberté d'expression. J'appelle mes amis africaines et africains du monde entier à la solidarité. Pendant que Macron me prive de salaire, mes amis africaines et africains du monde entier m'envoient une collecte mondiale de 30 000 euros, plus de 30 000 euros. Je récupère cette collecte qui me permet de faire face à la privation de salaire
infligée par Macron. Macron me fait traîner au tribunal parce que j'ai bénéficié de l'aide de mes amis africains à travers le monde, dont aucun ne se plaint que je l'ai escroqué. Et vous savez ce que Macron fait décider à des juges? Que je dois prendre 10 000 € dans l'argent que les Africains m'ont donné, quand lui, il m'a privé de mon salaire pour vivre. Je dois prendre 10 000 € et verser ça au Trésor français. Donc, j'ai reçu 33 000 € par exemple. Il faut que j'enlève 10 000 € de force parce que je suis en France. Il faut que je les enlève et que je les donne au Trésor français. Aucune loi ne le demande. C'est le fait du prince. On t'a donné des dons. Moi, j'arrache tes dons. Je les mets dans ma caisse parce que tu es sur mon territoire. Voilà la logique de Macron. Mais c'est la logique de l'article 28 du Code noir. Et c'est comme ça qu'ils exproprient les Africains sans difficulté. Regardez comment ils exproprient les dictateurs africains. Écoutez, c'est vrai que les dictateurs africains sont des voleurs. Les biens qu'ils ont achetés partout en Occident, ils les ont achetés avec l'argent africain qui a été détourné. Donc, la moindre des choses voudrait que, quand on arrache les biens des dicto-voleurs, des dictateurs voleurs africains, la moindre des choses voudrait qu'on restitue cet argent au peuple qui ont été spoliés par les dictateurs. Mais que font les pays occidentaux? Que fait la France? Elle arrache les biens des dictateurs africains qui ont volé les peuples africains et elle met ces biens dans ses biens publics, dans son trésor public. C'est-à-dire que les biens des Obiangema, les biens des Bongo, les biens des Sassou, les Biya, etc., les biens des Ouattara qu'on peut arracher en France, les biens de Mobutu, de Bokassa, tout ça là, ça retourne au trésor français. Autrement dit, ils volent aux voleurs. Les dictateurs africains sont des voleurs volés. Mais c'est l'article 28 du Code noir. Ils partent du principe, depuis 1685, que ce que possède un Africain, a priori, ils peuvent l'arracher. Et vous voyez comment ils se comportent avec ce que nous possédons? On me prive de salaire pendant de très longs mois. Mes amis me soutiennent pour traverser le désert. Macron, lui, vient dire, je t'arrache ce que tes amis t'ont donné. Parce qu'a priori, ce qui t'appartient, c'est moi qui en suis le maître. Article 28. Paul Biya vole l'argent au Cameroun. Il achète des biens en France avec cet argent. On se rend compte que le salaire du président de la République ne lui permet pas d'avoir de tels biens. Au lieu de prendre ces biens-là, d'en garder le contenu pour le remettre à l'État du Cameroun lorsque Paul Biya ne sera plus en capacité de continuer à voler et qu'il y aura un état de droit légitime, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On confisque les biens volés de Paul Biya et on les verse au trésor public français. Bokassa ne peut pas entretenir ses châteaux. On confisque, on brade les bêtises. On verse ça au trésor français. Hein? Houphouët-Boigny n'est plus là. Oh, on confisque ce qu'on peut. Sassou Nguesso a oublié ceci, on confisque. Faure Gnassingbé, on confisque. Les milliardaires russes qui sont désormais considérés comme des citoyens inférieurs. Dès que la Russie ne s'entend pas, on confisque leurs avoirs. Ça, c'est l'esprit de l'article 28 du Code noir. C'est-à-dire l'esprit de l'accaparement, l'esprit du vol. C'est du vol. Donc, un esclave qui marche, il y a une mangue qui tombe sur son chemin. Quand il se penche pour ramasser la mangue et la manger, le maître peut l'arracher pour la vendre. Parce que tout ce qui appartient à l'esclave appartient au maître. Ceci explique comment ils ont signé les accords économiques uniques qu'ils ont imposés à leurs valets à la tête de plusieurs pays africains. Rendez-vous compte qu'ils ont fait signer à des gens au Niger il y a 75 ans. Ils ont fait signer à des gens au Niger il y a 70 ans, etc. que l'uranium du Niger appartenait à la France pour 75 ans. Mais comment c'est possible? Vous ne savez même pas la quantité d'uranium que vous avez. Et vous donnez ça à quelqu'un pour 75 ans. Est-ce que vous savez même ce que vous lui avez donné? Oui, ils ont fait signer ça à des gens. Vous les Nigériens, vous marchez sur votre terre. Il y a de l'uranium dedans. On vous fait signer un papier qui dit que ça appartient à la France pour 75 ans. Vous signez. Vous voyez le vol? Est-ce que vous voyez le vol? La culture du vol. Article 28 du Code noir. Le vol contre les Africains. Le franc CFA, c'est du vol. C'est du papier vide qui est fabriqué par la Banque de France pour récupérer les richesses africaines. C'est tout. C'est du vol. La preuve que c'est du vol,
Si vous allez avec du franc CFA, là tout de suite, dans le centre-ville de Rouen, pour acheter quelque chose, on refuse. Mais si vous retournez avec ce franc CFA en Afrique pour acheter quelque chose, on accepte. C'est-à-dire que la Banque de France a fabriqué le franc CFA pour prendre les richesses africaines. Oui. Eux, il leur suffit de fabriquer du CFA pour mettre la main sur les richesses africaines. Ils appellent ça aide française au développement. Ils appellent ça crédit à l'économie. Ils fabriquent des billets de banque et ils prennent les richesses africaines en échange. Quand toi-même tu viens, tu prends par exemple, je ne sais pas, 1 million ou 2 millions en Afrique francophone, tu viens avec ça en France, tu essayes d'entrer dans un restaurant à Paris pour te payer à manger. Ils disent non. Ils disent non. Non, 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 non. Alors que c'est une monnaie française. Mais quelle est cette monnaie française qui ne fonctionne pas en France? En fait, c'est un poste de douane, c'est un poste de péage installé par la France sur ses anciennes colonies et territoires sous tutelle pour se servir de leurs richesses gratis. C'est tout. Le franc CFA, c'est du vol. C'est la même chose que les mesures punitives qui sont prises contre le moindre Africain qui n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec eux, ils se précipitent, commencent à fermer tes comptes, à bloquer ton argent. Ils te traquent, ils sont là. Tu n'es pas d'accord avec eux, ils te rendent ta vie à toi, là. Ils la rendent impossible. Mais c'est l'article 28. Il n'y a pas à chercher, là. Et l'article est en vigueur. Article 28. Je continue à vous lire ce texte. Article 31. Ne pourront aussi les esclaves être partis ni être en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être partie civile en matière criminelle, sauf à leur maître d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves. Donc, les esclaves n'ont pas le droit de se défendre eux-mêmes face à leur maître. Ils ne peuvent pas se défendre face à leur maître. Le procès ne peut avoir lieu qu'entre les maîtres. Les maîtres entre eux peuvent discuter. Les maîtres du monde. Ceci vous explique l'attitude, par exemple, de la puissance néocolonialiste française quand le Mali lui demande de venir s'expliquer suite aux accusations de soutien au terrorisme le 14 août 2022 à l'ONU. Le Mali dit « J'ai les preuves que la puissance française conseille, finance, médiatise et arme les terroristes qui m'agressent. Je souhaite que le procès soit tenu. » La partie française dit « Jamais il va y avoir un tel procès. » Le représentant français à l'ONU a opposé son veto. Jamais nous n'accepterons une confrontation avec le Mali. Mais pourquoi ils acceptent une confrontation avec la Russie? Pourquoi ils acceptent une confrontation avec éventuellement la Chine, avec l'Angleterre ou avec les États-Unis? Parce qu'ils les considèrent comme des puissances égales. N'est-ce pas? Mais qu'en est-il des Africains? Mais les Africains, ils tombent sous le coup de l'article 31 du Code noir. On ne doit jamais accepter d'être jugé sur le même pied d'égalité qu'eux. Voilà pourquoi on ne juge pas les Occidentaux à la CPI. On ne juge pas les Occidentaux à la CPI. Les grandes puissances occidentales interdisent à qui que ce soit de traîner un de leurs citoyens à la Cour pénale internationale. On y juge ceux qui descendent des colonies, des anciens territoires de traite. Le refus de l'équité juridique, le refus de l'égalité juridique, le mépris international. Article 31. Je vous rappelle qu'il est toujours en vigueur. En vigueur. En 2025. Vous avez écouté le débat entre Bayrou et les députés. J'ai commencé par ça, selon la méthode du manger notre piment dans leur bouche. Allez, hop. Article 33. L'esclave qui aura frappé son maître ou la femme de son maître, la maîtresse, ou leurs enfants avec contusion de sang ou au visage sera puni de mort. Il y a des gens qui ont fait remarquer que si c'était un Africain qui s'était permis de coller une claque au président Emmanuel Macron, il n'aurait pas survécu à cette scène. Et je crois que cette observation est juste. Si c'était un Africain qui avait posé cet acte, il est probable qu'on lui aurait tiré dessus, séance tenante. Mais, comme celui qui a porté cette agression contre le président français est un occidental, lui, on l'a arrêté. Souvenez-vous, les bavures policières contre les Africains, elles sont plus faciles que les bavures policières contre les Européens. Pourquoi? Parce que l'Européen est un homme
comme moi, le flic. Alors que l'Africain, je le perçois à travers l'article 33. Lui, le simple fait qu'il ait un comportement violent, lui vaut la mort. Non, il vaut mieux le tuer. Ceci explique la facilité avec laquelle l'armée française a tiré sur des foules civiles africaines. Regardez les événements du 9 novembre 2004 à l'Hôtel Ivoire. Pourquoi l'armée française tue 60 personnes? C'est l'article 33. Vous avez osé vous dresser contre nous. Vous avez osé. Peut-être certains ont lancé un caillou. Vous avez osé vociférer sur nous. On tire. On tire. Souvenez-vous de Tiaroy, les anciens soldats qui sont venus soutenir l'armée française pour la libérer. Regardez la facilité avec laquelle on leur a tiré dessus. Souvenez-vous de la traversée de l'armée française au Sahel quand elle quittait ses bases au Mali, au Burkina et au Niger. Chaque fois qu'il y avait des foules qui sortaient pour protester, pam, on tire sur un ou deux, comme sur des lapins. Et la vie continue. D'où vient ce comportement? Eh bien, c'est l'article 33 du Code noir. Le simple fait que vous fassiez opposition physique de votre corps devant ces gens, ils appliquent l'article 33. À savoir que vous êtes supposé être puni de mort. La moindre contestation, punition de mort. C'est ce qui explique ici le fait que la plupart des bavures policières se commettent sur des jeunes Africains ou des jeunes Arabes. C'est l'article 33. Et vous voyez très bien que les discriminations les plus importantes, même aux États-Unis, s'abattent sur les populations noires et les populations latino. Ça vient de quoi? Mais c'est le Code noir. Parce qu'ils ont l'équivalent là-bas. Et c'est ancré dans les mœurs que face à une personne noire, eh bien, une force de l'ordre aura tendance à se sentir plus libre d'aller à la solution criminelle que face à une personne eh bien, de couleur leucodermique. Ça vient de l'histoire. Ce n'est pas un réflexe naturel. C'est un réflexe acquis. Et c'est un réflexe conquis par la législation criminelle. Article 35. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs et vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert. D'abord, l'esclave, lui, il a été volé. On a volé l'esclave. On lui a volé sa vie. Mais lui, dès qu'il vole, il est tué. Est-ce que vous voyez à quel point les plus grands voleurs sont les plus grands méchants envers les voleurs? Il y a une contradiction incroyable du racisme négrier, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme. Ils sont impitoyables envers leurs subalternes qui commettent des forfaits. Mais enfin, quel que soit le vol qu'un esclave peut avoir fait, y a-t-il pire vol que de voler à quelqu'un sa vie? Imaginons un esclave qui vole un cheval. On va le tuer pour un cheval. Pourtant, c'est l'homme qui peut conquérir un cheval. L'homme peut travailler pour acheter un cheval. Mais on va le tuer pour un cheval. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'esclave est moins valable que le cheval. N'est-ce pas? Mais qu'en est-il alors du maître? Le maître, lui, il a volé tout l'esclave tout entier. Il a volé la femme de l'esclave. Il a volé les enfants de l'esclave. Il a volé toute la vie de l'esclave. Et c'est lui qui va trancher le pied de l'esclave. C'est lui qui va le trancher la tête ou c'est lui qui va le pendre. N'est-ce pas une suprême injustice? C'est la double peine. On me vole. Au passage, je vole quelque chose. Mais moi, on m'a volé, moi tout entier. À cause de quelque chose, moi, on me tue. Ça veut dire que je vaux moins que les choses que je peux voler. Vous comprenez pourquoi le déclassement de l'esclave comme étant un bien, une marchandise, un bien meuble, était intentionnel. Il avait pour but de libérer la criminalité contre les Africains. Lisons toujours. Nous sommes à l'article 35. Je viens à l'article 37. Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d'autres dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait, et qu'ils seront tenus d'opter dans 3 jours à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus. C'est-à-dire que si un esclave, par exemple, a commis un tort, c'est son maître qui est chargé de le réparer. OK? Mais si le maître ne peut pas le réparer, le maître doit céder l'esclave tout entier à la victime du tort. Vous comprenez? C'est ce qui explique comment ils se sont partagés le monde. Les grandes puissances coloniales, impérialistes, etc., par exemple à Berlin, en 1884-85, se partagent le monde, mais ils se partagent l'Afrique sans les Africains. C'est l'article 37. On peut se partager les Africains sans eux. Ça explique pourquoi pendant longtemps, la France prend le statut de penholder,
le tenant de la plume pour toutes les affaires d'Afrique dite francophone à l'ONU. C'est elle qui écrit les résolutions. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée, in fine, comme propriétaire indirecte de ces territoires, qui ont été ces territoires négriers, ces territoires coloniaux, et qui demeureraient ces territoires néocoloniaux et impériaux. C'est l'esprit de l'article 37. C'est le maître qui est, c'est le maître qui s'occupe des intérêts de l'esclave, à moins qu'il ne veuille céder entièrement l'esclave et le territoire de l'esclave à celui qui en a été victime. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois, il sera puni de mort. Vous comprenez la violence avec laquelle on s'attaque aux Africains qui décident de développer des relations diplomatiques, des interactions avec d'autres puissances que les anciennes puissances coloniales, négrières, impérialistes, africaines. Regardez le crime qu'il y a simplement à discuter de l'ordre du monde, à échanger des idées avec des savants, des scientifiques, des penseurs de la Russie aujourd'hui. Regardez comment a été diabolisé tout ce qui vient de la Corée du Nord. Regardez comment on regarde quelqu'un qui rentre de Cuba et qui a discuté avec les dirigeants du Parti communiste cubain. Regardez comment on présente la moindre interaction avec l'Iran aujourd'hui. Si vous avez de bons amis dans l'université iranienne et que vous allez enseigner un mois en Iran, regardez le classement, le fichage qu'on va vous faire. Pourquoi? On part du principe que les Africains n'ont pas le droit de tisser eux-mêmes des relations indépendantes avec les puissances du monde. Leurs relations doivent toujours passer par la médiation de leur maître. Je prends l'article 40. L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime dont il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par 2 des principaux habitants de l'île qui seront nommés d'office par le juge et le prix de l'estimation en sera payé au maître. Pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droit la somme portée par l'estimation, laquelle sera réglée sur chacun des 10 nègres et levée par le fermier du domaine royal d'Occident pour éviter après. Donc, si on a décidé d'exécuter un esclave, on va indemniser son maître. Ça donne l'ignominie qu'il y a eu à Haïti. C'est-à-dire qu'en fait, et qui a eu lieu dans toutes les Antilles et dans tous les territoires d'outre-mer de la France, où se pratiquait l'esclavage. Pour abolir l'esclavage, l'État français a indemnisé les propriétaires d'esclaves. Astaghfirullah. Les victimes d'esclavage n'ont pas été indemnisées. Ce sont les coupables d'esclavage qui ont été indemnisés. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était appauvrir les négriers que de leur enlever leurs esclaves. Leurs esclaves étant considérés comme des biens meubles, des marchandises, il fallait que l'État compensât. Il aurait fallu donc que l'État compensât la perte financière que représentait le départ de la main-d'œuvre africaine. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne la situation terrible d'un pays comme Haïti jusqu'à ce jour. Haïti qui a été soumis à la dette coloniale, qui a été ruiné, qui a payé cher d'avoir été la terre qui, au cœur de l'océan Atlantique, a ouvert le chemin vers l'indépendance radicale des Africains. Haïti, jusqu'à ce jour, est crucifié par l'acharnement de la dette fomentée par la puissance impériale et la puissance républicaine française contre elle, contre la République d'Haïti. Vous voyez jusqu'où les réparations doivent aller? On doit reprendre tout l'argent qui a été donné aux négriers pour le donner à leurs victimes ou à leurs descendants. C'est juste pas possible. Toutes les sommes qui ont été versées aux propriétaires d'esclaves doivent être reversées par l'État français à ceux qui ont été victimes d'esclavage. Car elles n'auraient jamais dû être versées à ceux qui en sont coupables. Et les héritiers des négriers doivent rendre gorge. L'État, s'il était un État équitable, ferait rendre gorge à tous ceux qui ont hérité du commerce des Noirs. Je vais à l'article 42. Article 42. Pourront pareillement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement. Donc, il est permis aux maîtres de sanctionner régulièrement les esclaves. Bon, on leur dit, ne soyez quand même pas très violents, un peu comme par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Hein? Vous pouvez bombarder la Libye, mais dans telle limite. Vous pouvez bombarder la Côte d'Ivoire, mais dans telle limite. Voilà. Et bon, on vous donne mandat sur le Liban, mais dans telle limite. Allez-y, mettez-vous à l'aise, mais pas trop. Vous n'avez pas remarqué ça? Leur droit international permet à ces puissances-là de se comporter à peu près comme elles veulent, partout dans le monde, avec un petit encadrement symbolique. Non, non, non. Il faut quand même respecter le droit international. Mais De Gaulle l'a dit un jour. Il condamnait le fait qu'Israël se soit emparé des terres des Palestiniens, dans une logique vraiment d'esclavage contre les Palestiniens qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. De Gaulle dit non, c'est pas bien, il faut rendre aux Palestiniens leurs terres. Mais, si une guerre éclate entre vous, Israël, et les Palestiniens, les Arabes, nous, la France, on sera à vos côtés, même si on n'est pas trop d'accord avec vous. Bon, voilà leur droit international. C'est que, quelles que soient les ignominies qu'ils commettent, ils se soutiennent entre eux au nom de la solidarité raciale. Et puis, ils tolèrent tout naturellement les écarts par rapport au droit international du moment que ces écarts ne sont pas faits entre eux ni contre eux. Ça donne le bombardement tranquille du Qatar avec le président américain Donald Trump qui fait semblant vraiment d'être désolé, gêné, mais qui ne prendra aucune mesure de sanction contre Israël, qui bombarde son allié, le Qatar, lequel allié vient de lui donner un avion de 400 millions de dollars. C'est-à-dire que quel que soit ce que l'esclave donne au maître, l'esclave est toujours à la merci des caprices des maîtres. Et les maîtres peuvent se tolérer des punitions réciproques ou individuelles respectives à leurs esclaves. Et ils peuvent dire, non, c'est bon, ne bombardez pas trop, c'est bon, 2, 3 petites bombes, ça va. Non, je ne suis pas content. Pourquoi vous bombardez le Qatar? C'est mes amis. Ils m'ont quand même offert un avion à 400 millions. Arrêtez. Vous comprenez ça? Ce 2 poids, 2 mesures que l'Occident politique pratique sur la planète, il vient de textes anciens. Ici, je vous lis un texte de 1685 et qui est encore valable en 2025 en France. Et ce texte permet un dosage de l'atrocité envers les dominés. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque et se partager également entre les cohéritiers sans précipite, ni droit d'aînesse, n'être sujet aux douaires coutumiers, aux retraits féodal et lignagés, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités de décret, ni au retranchement des 4 quins, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire. Les esclaves sont des choses. Ils n'héritent de rien et on n'hérite de rien d'eux. Les esclaves s'héritent comme on hérite d'une armoire. Voilà ce que dit cet infâme article. D'accord? Et c'est ce qui va expliquer même la logique d'utilisation de la force militaire des colonies. On mettra les Noirs des colonies en première ligne parce que leur mort n'est pas grave. Puisqu'on ne les a pas encore admis comme des êtres humains à part entière jusqu'en 2025. Qui se prend la tête de savoir si on les a correctement indemnisés? Si leurs héritiers ont une vie correcte? Qui se pique même de juger les actes barbares qui ont été commis par les anciens combattants sur les anciens combattants africains de l'armée française? Qui se fiche? On nous a parlé de Tiaroy et puis on est passé. Il n'y a même pas de procès de Tiaroy qui s'est passé au XXe siècle. Vous vous rendez compte? Article 44. Article 44. J'avance pour vous lire vraiment les articles dont j'ai vu l'actualité à un niveau pas possible. Je viens à l'article 57. Article 57. Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels, de notre royauté, terre et pays, de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers. Donc, maintenant, les esclaves qui sont affranchis, on leur accorde tout naturellement la nationalité, on leur accorde la nationalité, on l'appelle la naturalité. C'est-à-dire qu'on fait comme s'ils avaient changé de nature. Par exemple, comme si de noirs, ils étaient devenus blancs. Même si, en fait, ce n'est jamais le cas. On fait comme si de jaunes, ils étaient devenus blancs. Même si, en fait, ce n'est jamais le cas. On fait comme si d'arabes, ils étaient devenus occidentaux, européens. Même si ce n'est pas tout à fait le cas. C'est ce qu'on appelle la naturalisation. Mais dans la tête, eh bien, des naturalisateurs, il y a toujours un petit problème. Et écoutez bien, c'est l'article 58 qui nous dit le petit problème. L'article 58 nous délivre le petit problème. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres. Donc, quand tu as été naturalisé, il te faut être
reconnaissant toute ta vie durant. Il te faut avoir une obséquiosité, il faut être servile envers le pays européen qui t'a naturalisé. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne. C'est-à-dire que l'esclave devenu un citoyen, donc qui a été naturalisé comme citoyen français, cet esclave-là doit une plus grande obéissance à la France. Parce que lui, on doit le punir plus fort s'il manquait de reconnaissance. Parce que ce qui lui a été accordé, c'est littéralement comme l'entrée au paradis. Les déclarant toutefois francs et quittes envers ceux, eux, de toute charge, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leur personne que sur leurs biens et successions en qualité de patron. Donc, l'esclave qui a été affranchi, qui a été naturalisé, qui est reconnu comme citoyen, voilà, l'Africain des colonies qui est reconnu comme citoyen français, il doit rester dans une obséquiosité envers ses maîtres. À ces conditions, il pourra vivre tranquille. S'il quitte cette obséquiosité, si tous les jours de sa vie, il ne remercie pas le bon Dieu d'avoir été naturalisé citoyen français, il faut être plus dur envers lui, même qu'envers les autres esclaves. Vous voyez l'esprit? Vous comprenez le chantage qui est infligé aux Français issus de l'immigration africaine, ici en France? Pour les mêmes propos que je tiens, on m'en veut, alors qu'un Français blanc qui tiendrait les mêmes propos n'est l'objet d'aucune persécution. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous prenez une baguette magique, vous me frappez, pam, vous me transformez en un homme blanc, les cheveux blonds, lisses. Cette conférence ne sera jamais considérée comme une incitation à la haine contre la France. Vous reprenez la baguette magique, vous la frappez sur moi, pam, je redeviens l'Africain que je suis. Cette conférence est considérée par les néocolonialistes au pouvoir en France comme une incitation à la haine contre la France. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est l'article 58. L'Africain devenu français n'a pas les mêmes libertés que le Français né français, par ailleurs blanc. Parce que l'Africain devenu français devrait tous les jours de sa vie remercier pour sa naturalisation et se comporter en conséquence. Si jamais il exerce la même liberté de pensée, la même liberté d'expression que tous les autres Français, cela est perçu comme un outrage et même comme de l'ingratitude. Article 58. Article 58. Article 58. Vous comprenez? Il faut lire ça. Voilà. Donc, déclarons les confiscations. Ça, c'est l'article 60. Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière par ces présentes nous appartenir pour être payés à ceux qui sont préposés à la recette de nos revenus. Vous avez compris? Les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière. Ça correspond globalement à des biens comme les biens volés par les dictateurs. Une fois qu'on a établi qu'il n'a pas acheté cet argent avec de l'argent, ces biens avec de l'argent licite, ces biens lui sont arrachés. Et dès lors que ces biens lui sont arrachés, on les verse au trésor public. Ils servent désormais à payer les charges de l'État français. Article 60 du Code noir. Ça explique pourquoi on vole les voleurs africains. Pourquoi est-ce qu'on vole aux dictateurs africains? Et ça explique la facilité pour n'importe quel africain dans ce pays de se retrouver exproprié plus vite que quelqu'un d'autre. On part du principe que ces gens-là ne peuvent pas être des propriétaires à part entière. Ils ne peuvent pas être des propriétaires comme tout le monde. Non, ce n'est pas normal. Vous avez compris? Je viens de vous faire une lecture transversale du Code noir en relevant quoi? Des articles du Code noir qui sont d'actualité et qui nous permettent de comprendre pourquoi la France-Afrique n'a pas disparu. Nous pouvons maintenant conclure cette émission. La France-Afrique n'a pas disparu parce que le Code noir est encore en vigueur. Il n'est pas simplement en vigueur de façon légale. Bayrou l'a reconnu le 14 mai 2025. Il est en vigueur dans la pratique néocolonialiste de la France en Afrique, à travers la quadruple domination. L'occupation militaire, la domination monétaire, l'ingérence dans la désignation des dirigeants africains, y compris par une centaine de coups d'État depuis le XXe siècle, la répression culturelle, la répression spirituelle, la traque des esprits des Africains.
et notamment la persécution de tous ceux qui sont des agents de l'éveil des Africains. Voilà pourquoi je tiens à conclure qu'on ne peut pas abolir la France-Afrique sans abolir le Code noir. Et une abolition verbale du Code noir ne suffit pas non plus à abolir la France-Afrique. L'abolition de la France-Afrique est d'abord la responsabilité de ceux qui sont dominés, c'est-à-dire les Africains. Ce sont les Africains qui doivent mettre fin à l'occupation injuste et illégitime de leurs terres par des militaires, des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales. Ce sont les Africains qui doivent sortir du franc CFA. Il ne faut pas attendre l'élite française, qui, quant à elle, est encore tributaire, on l'a vu, du Code noir. Il ne faut pas les attendre. Ce sont les Africains qui doivent renforcer leur puissance militaire, leur système de sécurité pour contrer les espions néocolonialistes, les espions impérialistes et leurs suppôts, leurs valets locaux. Ce sont les Africains qui doivent se coaliser pour renverser les dictateurs de la France-Afrique. Sans état d'âme, il faut les verser tous, dehors, hors du pouvoir. Tous ceux qui font les 4 volontés des néocolonialistes français doivent perdre le pouvoir en Afrique. Ça, c'est la responsabilité des peuples africains. Ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent renouveler leur contrat de fidélité à la grande civilisation africaine de la maths, vérité, justice et solidarité. Il ne faut pas attendre cette élite. Son esprit est trop pourri. Si les Africains se perdaient dans l'idée d'attendre que cette élite qui est imbibée, baignée, couchée à l'intérieur du Code noir, veuille bien y renoncer, la souffrance africaine risque de perdurer. Ma conviction en donnant cette conférence, c'est que tout le monde comprenne que la responsabilité de la libération africaine nous incombe, nous, Africains, dans le continent et dans les diasporas. Nous devons tous nous comporter en conséquence. Pour moi, Nyamsiwa Cameroun, le Code noir est aboli et je combattrai jusqu'au dernier instant de ma vie toutes les séquelles du Code noir, partout où je suis sur la terre. Et je souhaiterais que ceux qui ont suivi cette conférence, les Africaines et les Africains, mais aussi les Européens, les Américains, les Asiatiques, qui sont vraiment des amoureux de la vérité, de la justice, de la solidarité humaine, s'engagent comme moi à combattre toutes les prolongations du Code noir qu'il y a encore sur la terre. L'engagement par lequel j'ai créé l'Institut de l'Afrique des libertés et une bonne partie de mon œuvre, aujourd'hui plus de 40 ouvrages produits, s'explique par la volonté de démanteler les structures concrètes de la domination, de l'humiliation, de l'ignominie et de permettre aux Africaines et aux Africains sur toute la terre, et c'est cela le pan-africanisme, ça concerne toute la terre, d'être considérés, respectés comme des êtres humains à part entière et non plus jamais comme des êtres humains entièrement à part. C'est mon engagement et c'est pour cela que j'ai donné cette conférence. Donc, comme on ne peut pas me transformer en homme blanc par coup de baguette magique, pour ma part, je m'assume. Je suis celui que je suis et je remercie à chaque instant le tout-puissant maître de vie, mes ancêtres angélisés, mes compagnons de lutte. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à m'aider à continuer à accomplir ce ministère d'éveil. Que cette conférence soit partagée en ce sens et que tout le monde comprenne ce que nous avons voulu dire ici. Un message de justice, d'égalité, de fraternité, vrai, un message de sincérité. Nulle part un message de haine. Quand nous exigeons les réparations, c'est de la justice, ce n'est pas de la haine. Il va falloir que tout cela soit réparé. J'invite enfin, pour finir, les dirigeants africains, les gouvernements africains, à s'emparer du problème de la non-abolition de ce Code noir et de lui faire un sort, de faire un sort à ce problème dans la législation africaine. Il faut que tous nos systèmes, que tous nos magistrats africains s'emparent de ce problème. Pourquoi le Code noir n'a pas été aboli jusqu'ici? Je pense qu'il y a là un préjudice au moins moral qu'il faut lever en prenant des dispositions légales, des condamnations légales en droit africain international. C'est la moindre des choses. Je vous remercie d'avoir suivi ce programme et merci de bien vouloir le partager amplement car je crois qu'il contribue beaucoup plus que plusieurs des leçons d'histoire et de géographie frelatées qu'on nous a enseignées
dans l'ambiance néocolonialiste, eh bien, des colonies, ou même l'ambiance néocolonialiste de la métropole, ce genre de conférence est plus précieux que plusieurs des leçons enseignées dans cette ambiance feutrée, avec des programmes balisés par le révisionnisme et le négationnisme abject. Soyez bénis. Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse les amis de la vérité et de la justice en tout pays. Merci d'avoir suivi ce programme. Il s'achève avec le grand maître Jean Bikoko Aladin, qui est le compagnon de nos émissions, comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant. Ça fait 1h30 que je vous ai entretenu. Merci beaucoup. Si, j'écoute encore Wanda Christo. Wanda Christo reviendra. C'est l'année d'abord de Hiki Jamli Kwenge. 2025, c'est l'année de Hiki Jamli Kwenge. Mais Wanda Christo medley là. Alex Kemsi, ce n'est pas Bello Bouba qui m'a donné mon chapeau, pardon. Enlève le nom là sur moi. Malchance. Mon chapeau là, je l'ai acheté au Mali. Je l'ai acheté à Bamako, mon chapeau. Ce n'est pas Bello Bouba. Bello Bouba ne peut pas me donner un chapeau. Même cadeau, je ne prends pas. Hein, Kamsi? Il faut quitter dans la sorcellerie, Kamsi. Au joie. Sandra Londjeka Léger. Béni sois-tu, ma soeur. Elani Saïd. Soyez salués. Merci Soupi. Jibril Oussé. Salam alaikum. Aya Sidibé. Finiché. Mino Klosman Kwanga. Non mais comme si a failli m'énerver. Hein, François Xavier. Donc c'est Bello Bouba seul qui fabrique les chapeaux comme ça. Dans tout le Cameroun là, c'est seulement Bello Bouba qui a des chapeaux comme ça. Pour moi là, c'est originaire. C'est Bamako, centre. Bamako. J'ai mes coins où je m'en vais, où je vais me... Hein? Quand vous me voyez dans mes gantouras, c'est Origigi, Afrique de l'Ouest. Merci Pakeli Antoinette Sunen. Marcelin Wakrawa. Mais écoutez, il y a une place juste à côté ici, à Mont-Saint-Aignan, qui s'appelle la place Colbert. Si j'étais vraiment sérieux, est-ce qu'il donnerait encore le nom de Colbert à des places? Quelqu'un qui a écrit un texte abominable comme ça, est-ce qu'il aurait des places publiques? On donne même son nom à des librairies, on donne son nom à des avenues, etc. Quelqu'un qui a fait autant de mal. Bon, en Afrique, on va tout nettoyer. Les négriers, les colons, les néocolons et les impérialistes seront exclus des monuments. Ils seront tous enchaînés dans les caves des musées. Hein, Désiré Kou? Lilipat. John Smith Stitchy. Maso.
Masso Massisio, John Smith. Masso Bravo Mola. Crespin Dossa. Non, nous rédigeons le code de notre souveraineté. On fout rien avec les codes blancs. Nous sommes le peuple héritier de la plus ancienne civilisation de la Terre. Nous ne tomberons jamais dans le racisme antiraciste. Hein, Balkissa Hassoumi, pardon. Jamais nous ne serons les amis d'Hitler. Jamais. Nous n'allons jamais imiter les sales modèles. Je salue Kelani Saïd, Boni Mati, Michael Akidon. Oui, cette conférence doit être partagée au monde entier. Et surtout à la jeunesse africaine. Voilà pourquoi je reprends fortement la crainte à l'adresse de la jeunesse africaine à compter de ce mois de septembre. Je reprends massivement la craie en direction de la jeunesse africaine à partir de ce mois de septembre 2025. C'est mon devoir. Je l'assume. Kamchoum Tanke, merci beaucoup. Sissi de Sissi, merci. Williams Mustafa, le Nigérois Zenderois. Soyez salués. Salam alaikum à Zender. Merci beaucoup, Crespin Dossa. Merci infiniment. Tumba Mindo Koti. Kantama Mamam. Merci. Ah mais Macron me convoque au moins une fois par mois. La prochaine c'est en octobre. La prochaine c'est en octobre, voilà. Bon, vous étiez 5000 personnes sur nos plateformes habituelles. Je vais maintenant savoir combien vous étiez sur TikTok. Adorata Mohamed Toibou, soyez salués, l'empereur aussi. Merci beaucoup. Jacques Kitouano, Botenayo, Botenayo, Roger Yansounou, Epifal Deguenon, André Deguenon, Joseph Deguenon, Émilie Deguenon, soyez bénis. Les miens à moi dans le Bénin, soyez bénis. Timothy Morgan, Digwenge, Gisèle Béni Loutard. Ah, cette conférence est un missile de haute portée contre les mensonges de la France-Afrique. Les nuages et les brumes, le brouillard France-africain reçoivent ici une pulvérisation de qualité. Merci. Voilà. Donc vous étiez 5000 sur Facebook, YouTube. Combien êtes-vous? Merci que vous avez. Merci d'avoir partagé l'émission. Voilà, vous étiez 16 000 sur TikTok. 16 000 en direct sur TikTok. 16 000. 16 000. Voilà, plus de 21 000 personnes en pleine journée ce jeudi ont suivi ce programme. J'en suis honoré. On vit à Blaoun. Soyez salués depuis le Togo. Je vous remercie. Alice Ntekele Faza. Merci beaucoup. Melgi Kobe. Pakedame Djindjere. Merci. Merci beaucoup. Soumaïla Koulibaly. Merci. Abbas Kouro. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Merci à François Xavier. Merci à tous.